journal qui vous est présenté par Daniel Haïk. Daniel, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Nous commencerons ce journal par ce qui est probablement l'information majeure de ce début de matinée. Donald Trump qui a décidé de geler toute opération militaire contre l'Iran. Effectivement, Greg, selon le New York Times, le président américain a pris cette décision sur recommandation express du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Kane. Ce dernier lui a expliqué que l'armée américaine ne disposait pas de suffisamment de batteries de missiles de défense antiaérienne, en particulier pour protéger les pays arabes alliés qui sont régulièrement attaqués, on le sait, par l'Iran. Il s'agit en particulier du Koweït, du Bahreïn et même de la Jordanie. Par ailleurs, il semble que les proches conseillers de Donald Trump lui aient conseillé également de ne pas se lancer dans une nouvelle opération massive contre l'Iran sous prétexte, et là je les cite, que cela ne ferait que renforcer les Iraniens et durcir leur position. Concrètement, sur le terrain, c'est la seconde nuit qu'il n'y a pas eu d'attaque américaine contre des cibles iraniennes. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit rencontrer donc le président Trump mardi à la Maison-Blanche. Oui, Benjamin Netanyahou doit s'envoler demain vers Washington. Il assistera mardi à la levée du corps du sénateur américain ami d'Israël Lindsey Graham et ensuite il rencontrera le président américain Donald Trump. Jusqu'à hier, on considérait à Jérusalem que cette rencontre se tenait afin de renforcer justement la coordination entre l'armée américaine et l'armée israélienne, justement en perspective d'une opération américaine massive contre l'Iran. Mais apparemment, donc, il faudra encore patienter avant d'assister à un tel développement. La tension qui demeure très vive en Judée-Samarie en particulier après les événements tragiques de vendredi. Oui, je vous rappelle que vendredi matin, un groupe d'excursionnistes israéliens a été agressé près du village de Tel, un village palestinien, et du village israélien de Chavat Gilad dans le nord de la Samarie par des Palestiniens. L'un des Palestiniens, qui n'est autre que l'imam de Tel, s'est rapproché de Benayahu Mellet, l'un des membres de l'unité d'intervention d'urgence de la localité juive, donc de Chavat Gilad. Il a réussi à lui arracher son arme. Le terroriste a tiré en direction de Benayahu Mellet et du major Yuval Ezra qui commandait une unité de Tzahal a couru sur place pour protéger les excursionnistes. Les deux hommes ont succombé par la suite à leurs blessures et plusieurs autres personnes ont été blessées. Le terroriste a été neutralisé. Plusieurs milliers de personnes ont assisté vendredi après-midi aux obsèques de Benayahu Mellet qui avait 32 ans, était marié et père de 2 enfants. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a réagi à l'attentat en annonçant la création de plus de 760 unités de logement dans la localité d'Eli et 90 unités supplémentaires dans une autre localité de Judée et de Samarie. Les forces de sécurité qui ont immédiatement réagi à l'attentat de vendredi à Chavat Gilad. Oui, l'armée a déployé plusieurs bataillons dans la région de Chavat Gilad. Cette localité, qu'il faut le rappeler, a été en partie incendiée il y a une semaine, apparemment dans le cadre d'un attentat terroriste. Dans l'après-midi de vendredi, une unité d'élite des forces de Douvdevan a interpellé 2 Palestiniens suspects d'avoir participé aux émeutes près de Chavat Gilad. Et hier soir, un incident violent a opposé des habitants juifs de la localité de Soussia, cette fois en Judée, près de Hebron. Israéliens et Palestiniens se sont lancés mutuellement des pierres et une nouvelle fois un terroriste a réussi à s'emparer de l'arme d'un soldat qui était sur place en permission. Le terroriste a tiré en l'air cette fois avant de s'enfuir. Il a ensuite abandonné l'arme qui a été retrouvée. Le terroriste lui-même a été arrêté et interpellé. Donc on a appris ce matin que les forces de sécurité allaient murer provisoirement les maisons des 2 terroristes responsables de l'attentat de Chavat Gilad de vendredi. Et Daniel, on en vient à cette tentative d'attentat hier contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Oui, l'armée israélienne a repéré un drone offensif qui se dirigeait apparemment vers le domicile du ministre dans la partie juive de la ville de Hebron. Le drone a été intercepté par des forces israéliennes. Il s'est écrasé à proximité du domicile de Itamar Ben-Gvir sans faire de blessés ni de dégâts. Cela s'est passé durant le Shabbat. Le ministre a été bien entendu prévenu de ce développement par les forces de sécurité. On termine, Daniel, avec cette information désormais officielle. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été licencié de ses fonctions. Oui, Karim Khan, vous vous en souvenez, c'est l'ex-procureur général de la Cour pénale internationale qui avait délivré des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant durant la guerre. Mais entre-temps, il a été mis sur la touche à la suite d'accusations d'harcèlement sexuel de la part de plusieurs employés de son bureau à La Haye. En Israël, on a depuis le début de l'affaire accusé Karim Khan d'avoir voulu, en lançant des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et contre Yoav Gallant, détourner l'attention de ces accusations. Mais vendredi, donc, au siège de l'ONU, une majorité de 82 États membres ont voté en faveur de son limogeage, de sa destitution pure et simple. Une décision qui, toutefois, ne devrait pas avoir d'impact sur les mandats d'arrêt lancés contre les 2 dirigeants israéliens qui restent maintenus.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera chaud, relativement ensoleillé, avec tout de même un temps plus couvert sur le littoral et peut-être même des risques de petites pluies éparses sur certaines zones du littoral israélien. Les températures sont normales pour la saison. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et sur le littoral, 32 à Beersheva et 40 degrés à Eilat. Nous aurons le plaisir de retrouver Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors lorsqu'on on vous a sollicité vendredi, on avait le sentiment qu'on était vraiment à quelques heures d'une opération massive de l'armée américaine contre l'Iran et peut-être même d'une implication des Israéliens dans cette nouvelle confrontation. Et là, ce matin, on se réveille avec une information de la part de Donald Trump qui aurait décidé finalement de ne pas lancer cette opération sur recommandation du chef d'état-major de l'armée américaine, Dan Kane, qui affirme que, eh bien, apparemment, il n'y a pas assez de batteries de missiles de patriotes pour protéger probablement tous les alliés des États-Unis dans la région. Mais alors ça, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire Donald Trump ne le savait pas avant ou... Écoutez, ce sont des baffes après des baffes. C'est des baffes qui se suivent et des gaffes qui se suivent. Oui. C'est surtout les Américains ont l'air de n'avoir pas bien planifié leur guerre, leur combat contre les Iraniens. Et au dernier moment, ils se réveillent en réalisant qu'ils n'ont pas assez d'intercepteurs pour défendre les dizaines de bases et d'objets et de cibles américaines qui sont dans la région. Donc, et ce qui prouve de plus en plus que le manque d'envie de Donald Trump de s'engager dans une guerre qui pourrait dégénérer comme celle du Vietnam, comme celle en Afghanistan, comme celle en Irak. Il ne voudrait pas être mémorisé ou je dirais pérennisé par ce fait. Et il préfère naturellement les accords d'Abraham, il préfère les accords de paix et forcés ou pas, plutôt que d'employer l'épée et d'achever je dirais des cibles qui pour l'instant sont impensables ou impossibles à avoir, comme par exemple le nucléaire iranien, les missiles balistiques iraniens, la domination iranienne du détroit d'Ormuz, tout cela, je dirais, met en échec la politique américaine et puis une superpuissance heurte, je dirais, un pays qui est naturellement de 90 millions d'habitants, mais qui n'a pas qui n'est pas en mesure de combattre les États-Unis. Mais ici, il a l'air d'être, pardon Jacques, mais il a l'air d'être très, très en mesure de combattre les Américains, les Iraniens, puisque ce sont les Américains qui sont en pénurie de matériel, alors que apparemment, eh bien, les Iraniens peuvent continuer à tirer des missiles sans problème, ils en ont, alors qu'on avait cru que pendant 40 jours, on avait véritablement décimé leur base de lancement, ils peuvent continuer d'un côté, et de l'autre côté, ce sont les Américains, la puissance américaine qui n'a pas suffisamment d'intercepteurs. Écoutez, les dégâts qu'un missile balistique iranien peut faire, c'est un dégât énorme. Il suffit d'un missile pour atteindre, je dirais, tout un voisinage à Tel Aviv. Donc ce n'est pas une maison qui est atteinte, mais c'est un paquet de maisons qui sont atteintes. Donc je dirais l'impact des missiles iraniens, même s'ils n'ont pas les quantités de missiles qu'on pouvait penser qu'ils avaient au début de la guerre, eh bien ils ont toujours assez de missiles. De plus, il faut prendre en considération le fait que les Américains ne disent pas toujours la bonne vérité. Et cela, naturellement, c'est dans le cadre d'une guerre psychologique où, naturellement, on dit que la marine iranienne a été anéantie, l'aviation, ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de défense aérienne, ils n'ont pas. Et malgré cela, ils ont. Donc, ce qui fait que pour le public, a cessé de croire aux balivernes de Donald Trump et puis naturellement ces sautes d'humeur le font sauter du coq à l'âne. Un jour donc il est pour, un autre jour il est contre, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut amener je dirais finalement les objectifs de l'armée américaine. Ils ont 50 000 soldats qui sont, ça fait déjà 6 mois sur des navires ou sur des bases américaines, ils ne savent pas quoi faire avec eux, la flotte américaine est complètement, donc les dépenses sont énormes, 35 milliards de dollars ont déjà été dépensés. Il y a un budget supplémentaire qui a été adopté de 95 milliards de dollars. Donc, ce qui veut dire
quand même que les Américains sont toujours là et peut-être que je dirais comme une superpuissance, les choses vont lentement, mais en fin de compte, si jamais ils décident à agir contre l'Iran, finalement, ça sera un tapis roulant contre l'Iran, mais ça prendra du temps. Alors, dans ce contexte, on a appris que Benjamin Netanyahou sera mardi donc à la Maison-Blanche. Une rencontre pour le protocole, ou alors ça sera, il y aura des sujets importants à discuter? Il y a deux volets dans cette visite. Le volet domestique israélien, donc à la veille des élections israéliennes, il est important de voir Netanyahou à côté de Donald Trump, l'allié traditionnel, le super allié de l'État d'Israël, et le Premier ministre israélien qui a réussi je dirais, à convaincre les États-Unis de combattre avec Israël contre des objectifs iraniens de nucléaire. Si oui ou non les combats ont réussi, si oui ou non il y a des résultats, c'est autre chose. Mais du point de vue domestique, la photo op, donc la serrée de main entre Donald Trump et Netanyahou est importante du point de vue politique pour Netanyahou. De notre point de vue, du point de vue sécuritaire, il est important de savoir quels sont les objectifs américains. Est-ce que les Américains auront besoin d'une intervention israélienne, oui ou pas? Quand est-ce que cela se passera? Dans quelles conditions? Est-ce que les Américains sont garants la preuve est là, les Américains ont envahi Ben Gurion, ont envahi Ramon, leurs avions sont sur place, ils ont transformé des aéroports internationaux en cibles militaires. Où est-ce qu'on va avec cela? Donc ça, c'est d'un côté. Donc il y a à prendre soin aussi. C'est-à-dire, j'essaye de vous comprendre. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire qu'il est possible que Donald Trump donne un feu vert à Benjamin Netanyahou pour attaquer sans le soutien, on va dire, sans une participation des Américains? Je ne pense pas que c'est le cas, mais je dirais Donald Trump expliquerait à Netanyahou dans quelle mesure et dans quel cas il aurait besoin d'une alliance avec Israël effective et sur le terrain. De notre côté, il y a plusieurs dossiers qui sont ouverts et qu'il faut discuter. L'Arabie Saoudite. Le dossier de Gaza, d'abord. D'abord Gaza. Qu'est-ce qui se passe avec Gaza? Est-ce qu'on va à la deuxième étape? Comment est-ce qu'on réduit le Hamas, oui ou non? Il y a déjà une présence marocaine sur le terrain. Est-ce qu'il y aura d'autres présences militaires marocaines? Quels sont les buts, je dirais, quels sont les buts américains dans Gaza? Le Liban de même, est-ce que le Donald Trump, l'administration américaine, amènera finalement Israël à se retirer aux frontières internationales, et dans quel cas cela se passerait, et comment est-ce que les États-Unis ont l'intention de défendre, je dirais, le périmètre sécuritaire israélien au nord? La Syrie. Donald Trump a bien dit à Netanyahou dans une de ses conversations, ni les Libanais ni les Syriens ne vous aiment. Il faut que vous vous retiriez de leur territoire. Donc, ce qui va se passer, certainement, pour Donald Trump, Ahmadinejad est devenu un allié. Et pour lui, c'est un atout contre le Hezbollah au Liban. Comment est-ce que tout cela va se passer? Et finalement, le dossier en premier, le dossier iranien. Est-ce qu'on va s'occuper du nucléaire iranien? Est-ce qu'on va s'occuper des 450 kilos d'uranium enrichi? Comment est-ce que les États-Unis vont traiter le problème balistique? Tout cela sont des sujets à discuter avec l'administration américaine, et c'est très important que cette visite se passe aujourd'hui. Est-ce que cette visite va réussir? On ne sait pas trop. On sait qu'il y a beaucoup, je dirais, d'amertume entre les deux chefs d'État, et surtout, je dirais, on voudrait éviter une situation où Donald Trump et son équipe, surtout avec J.D. Vance, ne fassent à Netanyahou ce qu'ils ont fait à Zelensky à la Maison-Blanche. Oui, c'est ça, parce que ça serait critique pour les élections. Je reviens sur l'Arabie Saoudite. Le dossier du nucléaire civil dont on a parlé, cet accord dont on a parlé ces derniers jours entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur la fourniture du matériel nécessaire pour construire un programme nucléaire civil, ça inquiète les Israéliens. Il est probable qu'on en parle aussi. J'entendais ce matin Yair Lapid dire qu'il sera lui aussi aux obsèques de Lindsey Graham, dire qu'il va agir pour essayer au sein du Congrès de neutraliser cette opération.
Il est clair que le sujet saoudien est important, mais comparé au sujet de la bande de Gaza, au sujet libanais, au sujet syrien, au sujet iranien, écoutez, une certaine réticence à traiter du problème saoudien, surtout qu'on a vu le flip-flap du président américain. D'un côté, les États-Unis ont signé l'accord concernant le nucléaire civil saoudien. De l'autre côté, Donald Trump a conditionné cet accord-là par le fait que l'Arabie saoudite devrait rejoindre les accords d'Abraham. Donc, de nouveau, on est retombé au point zéro. Est-ce que ça va avancer? Les sautes d'humeur du président américain sont importantes et sont imprévisibles. Et de ce point de vue-là, il est important pour Netanyahou de palper le pouls de Donald Trump pour savoir où on se dirige. Et pour l'instant, le navire se dirige sans direction. Il est en train, je dirais, comme le bateau ivre de Rimbaud, est en train de danser et de tanguer sur les vagues. Comment vous pensez que le président américain peut jouer à ce jeu encore longtemps, ce jeu de faire grimper la tension, de la faire baisser, parce que tout ça a beaucoup d'impact. J'ai pas besoin peut-être de vous le dire, mais il y a des centaines de gens qui nous demandent est-ce que c'est possible de venir en vacances en Israël? Est-ce que c'est possible de partir d'Israël vers l'étranger sans risquer d'être bloqué à cause de Donald Trump qui a fait une déclaration qu'il allait vers une confrontation avec l'Iran. Comment on peut vivre comme ça? C'est-à-dire Alors, au fur et à mesure de cette guerre qui dure déjà 3 ans, on a appris je dirais, à connaître Donald Trump. Il est incontrôlable. Donc, non seulement il est incontrôlable, ses sautes d'humeur sont tout simplement surprenantes chaque fois. Donc, il saute du coq à l'âne et de l'âne au coq sans savoir, je dirais, finalement où se diriger. Et son administration le suit, je dirais, aveuglement. Et de ce point de vue-là, on n'a qu'à savoir que le dernier qui parle à Donald Trump est celui qui va influencer le plus. Donc, il est important pour Netanyahou d'être le dernier à rencontrer Donald Trump pour lui souffler à l'oreille quels sont les intérêts américains. Vous avez cité les différents dossiers. N'oubliez pas surtout le dossier turc, le dossier des F-35 pour la Turquie, qui est beaucoup plus sérieux pour Israël pour l'instant que d'autres dossiers. Et cela, naturellement, je dirais, a une influence directe sur la supériorité israélienne dans la région de la mer Méditerranée Est. Donc, cela est important. Donc, comme je vous le dis, il y a plusieurs dossiers à traiter. Ouais. Ce n'est pas une conversation d'une demi-heure ou de 20 minutes de politesse. C'est surtout une séance de travail qui va durer, je dirais, si elle dure entre 2 et 4 heures, ça veut dire que les dossiers ont été traités sérieusement. Okay. Si elle s'arrête au bout d'une demi-heure, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'accord entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Alors, je voudrais avoir, avant de terminer, une question sur un autre front dont la tension a grimpé ces derniers jours, c'est la Judée et la Samarie. J'aimerais avoir votre appréciation. La tendance, dans les journaux israéliens, on est même partagé. Certains disent qu'il y a une recrudescence de la violence des Palestiniens, et puis d'autres disent que c'est en fait des provocations d'habitants juifs, ou en particulier de ces jeunes des collines, ou de ces éléments, on va dire, les plus radicaux au sein de ces jeunes des collines. Est-ce vous avez le sentiment qu'on est en train d'assister à l'explosion du baril de poudre de la Judée de la Samarie aujourd'hui ? Je ne voudrais pas être, je dirais, un prophète et un mauvais prophète. Mais oui. La situation en Judée-Samarie est très inquiétante. Elle est très inquiétante parce que par les faits que vous avez cités, d'un côté, les ultra-nationalistes israéliens, donc c'est ce qu'on appelle les Naharei Agbaot, les jeunes de la colline qui ont semé, je dirais, la pagaille et, je dirais, la haine et l'hostilité en territoire palestinien,
qui arrachent les arbres, les oliviers, qui brûlent les maisons, qui brûlent, et tout cela, je dirais, provocation après provocation. Et de l'autre côté, les Palestiniens qui prennent, je dirais, ce qui se passe, par exemple, dans la bande de Gaza, ce qui se passe avec le Hezbollah, ce qui se passe dans d'autres pays, comme un exemple à suivre. Ce qui veut dire que on voit qu'Israël n'est pas la superpuissance, qu'elle peut être attaquée, et naturellement qu'il y a un ventre creux où ils peuvent tester, je dirais, la résilience israélienne. Et cela, naturellement, cette confrontation entre les deux courants mène au fait que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes assis sur un baril de poudre et il suffit d'une étincelle pour allumer, je dirais, la troisième intifada. Et vous avez le sentiment que ça peut se produire, ou alors il y a des éléments qui sont capables de contenir la violence des deux côtés, on va dire ? Écoutez, pour l'instant, l'armée a engagé plus de 40 bataillons en Judée, en Samarie. C'est naturellement cette présence militaire va au compte de ce qui se passe au Liban, de ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et au-delà de ça, l'armée israélienne est incapable je dirais, de s'éparpiller ou de s'étendre plus que cela. Donc, il y a une limite, je dirais, à la présence militaire et à l'action militaire israélienne. Maintenant, on a très bien vu, je dirais, l'histoire nous rappelle et nous apprend que finalement, une présence militaire n'est pas garante d'un pacifisme complet de la région. Pacifier la région est une tâche difficile, et surtout quand il y a une opposition active et qui s'inspire, je dirais, du djihadisme islamique, qui s'inspire de l'Iran, qui s'inspire de ce qui se passe dans la bande de Gaza et au sud du Liban avec le Hezbollah. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes pour l'instant assez coincés, et il faut, je dirais, espérer que les services de sécurité israéliens arrivent à neutraliser ces jeunes qui sont en train de créer la pagaille en Cisjordanie. Les 90%, 95% de la population juive en Cisjordanie, donc en Judée, en Samarie, n'est pas une population violente, n'est pas une population qui veut utiliser la violence contre les Palestiniens, mais qui veut coexister avec les Palestiniens. Et cela, il y a cette petite minorité qui est en train de créer une situation impossible à tenir. Et naturellement, le principal responsable, ce sont les principaux, je dirais, activistes politiques de certains camps, je dirais, politiques qui sont en train d'encourager ces jeunes-là à continuer leur action. Et cela, il faut arrêter cela. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup Jacques Nériat de nous avoir donné ce panorama complet de la situation sécuritaire sur tous les fronts dans lesquels l'État d'Israël est confronté aujourd'hui, en particulier bien entendu dans le dossier iranien, mais pas seulement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt Jacques. Merci. Merci à vous. Et ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées au très vif regain de tensions constaté vendredi en Judée et en Samarie. Le Yediot Aharonot résume en 3 lignes sa manchette: l'attentat meurtrier, les renforts de troupes et la crainte d'une escalade de la violence. Le Israël Hayom titre: il faut stopper la propagation du terrorisme en Judée et Samarie. Les 2 grands quotidiens reviennent bien sûr sur les événements tragiques de vendredi matin près du village palestinien de Tel et dans le nord de la Samarie, pas loin du village israélien de Chavad Gilad, lorsqu'un Palestinien s'est emparé de l'arme d'un Israélien et a tiré dans sa direction, le tuant et tuant un autre soldat israélien, un officier de l'armée. Les journaux nous montrent les photos des 2 victimes qui sont donc tous 2 des soldats, le sergent-chef Benayahu Melet, qui était membre de l'équipe d'intervention d'urgence de la localité de Chavad Gilad, et le major Yuval Ezra, qui commandait une unité de Tsahal, de l'artillerie israélienne, qui est arrivée sur place pour tenter de restaurer le calme à la suite d'affrontements entre habitants juifs et palestiniens dans cette zone. Le Yediot Aharonot souligne que l'excursion à laquelle participaient des dizaines d'Israéliens n'avait pas été coordonnée avec les forces de sécurité. Le Israël Hayom mentionne également un autre incident, cette fois dans le sud du pays, en Judée, lorsqu'un terroriste s'est là aussi emparé de l'arme d'un Israélien et a réussi à s'enfuir impunément. Il a été par la suite arrêté. La photo du Israël Hayom de ce matin qui illustre cette longue manchette est celle de plusieurs jeeps
et dans des combattants de Tsahal qui sont venus donc en renfort en Judée-Samarie dès vendredi pour tenter de restaurer le calme dans cette région. Les journaux et les sites d'information rendent ce matin hommage aux 2 victimes des incidents de vendredi. Ils relatent que des milliers de personnes, essentiellement des habitants de Judée et de Samarie, ont assisté vendredi après-midi aux obsèques de Benayahu Melet dans la localité de Chavad Gilad, une localité qui, on s'en souvient, a été en partie incendiée il y a une semaine à peine dans un incendie qui, selon l'enquête en cours des forces de sécurité, pourrait être terroriste. Melet avait 32 ans, il était père de 2 enfants. Il a accouru vendredi lorsque ses habitants juifs qui étaient en excursion l'ont alerté et c'est son arme que le terroriste a réussi à arracher avant de lui tirer dessus. Ses amis ont relaté que Melet était toujours le premier à répondre à ce genre d'appel. Le major Yuval Ezra, lui, était commandant d'une compagnie dans l'artillerie et lui aussi a été tué par le terroriste qui avait arraché l'arme de Benayahu Melet. Le Israël Hayom cite la réaction du ministre Bezalel Smotrich aux incidents de vendredi. Ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux a annoncé la promotion de la construction de quelques 763 unités de logement dans la grande localité d'Eli, dans le nord de la Samarie. En réponse donc à cet attentat, le président du conseil des localités de Judée et de Samarie réagit à cette information en affirmant « Cela va nous permettre de consolider notre présence sur la terre d'Israël ». On peut lire de nombreux commentaires ce matin dans les journaux et les sites d'information autour de cette tension en Judée-Samarie. Nous allons commencer par ceux du Yediot Acharonot. Dans le Yediot, le docteur Michael Milstein semble rendre les habitants juifs au moins en partie responsables de cette situation de tension. Il écrit « En Judée-Samarie, on assiste à une politique de reconquête du terrain qui est en fait la concrétisation d'aspirations religieuses dissimulées sous des besoins sécuritaires. » Ben Dror Yemini, lui, est plus virulent encore. Il écrit « Le gouvernement a tout fait pour justifier les accusations d'apartheid contre Israël et il a amplifié la confrontation entre les Israéliens et les Palestiniens. Cela risque de continuer car ce feu va se propager sur tout le pays. » Pour Avi Sakharov, ce qui s'est passé vendredi n'aurait pas dû se produire. Un responsable sécuritaire m'avait dit, affirme-t-il, il y a un mois que ce n'est plus qu'une question de temps. Et Sakharov appelle le gouvernement à mettre fin, je cite, aux provocations de ceux qu'il appelle les terroristes juifs de Judée et de Samarie. Passons maintenant aux éditorialistes du Israël Hayom qui commentent eux aussi assez largement ces développements en Judée-Samarie. Dans le Israël Hayom de ce matin, Yoav Limor, l'analyste sécuritaire du journal, écrit que la défense nationale était focalisée sur le dossier iranien à la suite des menaces de Donald Trump de reprendre une opération massive en Iran, mais qu'elle a dû modifier donc ses préparatifs en raison de cette tension en Judée-Samarie. Nadav Shragai, lui, considère que face au terrorisme des Palestiniens en Judée-Samarie, il faut rendre hommage au courage et à la détermination des habitants juifs. Karni Eldad, elle, écrit qu'il ne faut pas que l'on fasse montre de retenue en Judée-Samarie face aux agressions des terroristes et elle raconte que ces derniers jours, les habitants juifs ont reçu de la défense nationale le message suivant. Attention, en raison des résultats du baccalauréat au sein de l'autorité palestinienne, il y aura des tirs d'armes à feu. Ne vous inquiétez pas, les forces de sécurité sont au courant. Et pour elle, une telle information est inadmissible et ce qui est tout aussi intolérable pour elle, c'est que l'on puisse justifier ces actes en les mettant au crédit de ce qu'il est convenu d'appeler la violence des habitants juifs de Judée et de Samarie. Shalom Ben Hanan lui écrit que le prochain attentat est déjà annoncé sur les réseaux sociaux palestiniens qui utilisent ce que l'on appelle le terrorisme des loups solitaires pour faire monter la tension. Et c'est dans ce contexte de tension Judée-Samarie que l'on suit donc de très près en Israël les derniers développements dans le dossier iranien. Les journaux et les sites d'information annoncent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'envolera demain vers Washington pour 2 raisons valables. La première, c'est sa participation aux obsèques du sénateur Lindsey Graham, très célèbre ami d'Israël, et surtout sa rencontre prévue ce jour même, mardi, avec le président Trump à la Maison-Blanche. Le Israël Hayom se demande s'il s'agit là d'une nouvelle version réactualisée de la coordination à laquelle on avait déjà assisté dans les semaines qui ont précédé la confrontation avec l'Iran à partir du 28 février dernier. Nous avons déjà assisté à cette mise en scène, affirme le Israël Hayom ce matin. Et puis les journaux et les sites d'information nous expliquent que vendredi, le président Trump a arrêté une nouvelle fois les opérations militaires contre l'Iran. Motif, il veut pouvoir donner une nouvelle chance à la diplomatie. Il semble que les Iraniens soient plus sérieux, a-t-il lancé sur le site N12 de ce matin, qui est souvent très bien informé par le président Trump lui-même, via son correspondant à Washington, Barak Ravid. On affirme que finalement Donald Trump aurait décidé de ne pas s'engager sur la voie de la confrontation militaire avec l'Iran. Selon le New York Times de ce matin, c'est le chef d'état-major de l'armée
l'armée américaine Dan Kane qui a mis en garde le président américain face à une escalade de la violence en Iran. Et le site N12 cite également les gardiens de la révolution qui se font menaçants envers Israël et affirment « Attention, tout le territoire israélien est plus petit qu'une seule de nos régions ». Quant à l'ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, il reconnaît que la politique américaine dans le dossier iranien est instable. Selon lui, cette politique place Israël face à des défis, mais aussi face à des opportunités qu'il doit saisir. Nous devons être prêts aux deux options, écrit-il ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse. Imaginez une famille ou des amis réunis autour d'une table. On ouvre une bouteille de vin, mais cette fois on ne porte pas seulement un toast. On découvre un visage, un nom puis une histoire. C'est le principe du projet Les Vins des héros d'Israël, lancé par Yain Vechaverim, Vins et amis en français. Tout commence par une rencontre avec une famille endeuillée, généralement organisée chez elle, dans un cadre intime. Les proches évoquent la personnalité de l'être disparu, ses habitudes, ses rêves, ses passions et la place qu'il occupait dans leur vie. À partir de ces souvenirs, une bouteille personnalisée est créée. Elle porte le nom et le portrait de la personne accompagnée de quelques mots choisis avec ses proches. Le projet rend hommage à des soldats et soldates de Tsahal, à des membres des forces de la sécurité, mais aussi à des femmes et des hommes assassinés le 7 octobre, notamment lors du massacre du Festival Nova. L'objectif n'est pas de créer un objet commémoratif destiné à rester sur une étagère. Ces vins sont au contraire conçus pour être ouverts lors d'un repas de Shabbat, d'un anniversaire, d'une rencontre entre amis ou d'une cérémonie. Le fondateur du projet, Tom Perry, résume ainsi son intention. « Je veux que les gens boivent ce vin dans la joie, pas dans la peine. » Toute la philosophie de l'initiative tient dans cette phrase. Associer la mémoire à un moment de convivialité. Plus de 300 familles ont déjà choisi cette forme de commémoration. Pour beaucoup, elle permet de faire connaître leurs proches au-delà du cercle de ceux qui l'ont connu personnellement. Les bouteilles peuvent être commandées sur Internet, à l'unité ou en coffret. Elles sont également proposées sur Volt et dans la boutique de Yain Vechaverim à Tel Aviv. Le symbole de cette initiative est puissant. Le vin né de la terre d'Israël pour laquelle des soldats et des soldates ont donné leur vie et sur laquelle des civils ont été assassinés. Chaque bouteille crée ainsi un lien entre cette terre, leur mémoire et ceux qui découvrent leurs histoires. C'est là tout l'esprit du projet, faire du souvenir un moment de transmission et de joie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Noam Tsourieli. Noam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, désolé pour être un peu... Non, mais c'est très bien. Voilà, je viens de finir une petite course ce matin-là pour commencer la semaine. Mais ça de la course alors. Ça nous fait rentrer dans le vif du sujet justement, parce qu'on voulait parler avec vous de cette médaille. C'était déjà il y a quelques jours, dans le cadre des Maccabiades. Vous avez eu la médaille d'argent, c'est bien cela ? C'est ça. Médaille d'argent aux 5 km. Alors d'abord, c'était un résultat que vous attendiez. Vous êtes bien préparé pour cette course ? Apparemment, j'étais au milieu de Milouim pour 2 mois à Lebanon, le même temps de le Maccabia. Alors, je ne m'entraînais pas comme il faut. Alors, c'était pour moi un peu une surprise, mais une surprise, bien sûr. Une bonne surprise. Voilà, une bonne surprise, c'est ça. Alors c'est ça, parce qu'il faut préciser que cette médaille, on va dire, elle vous revient presque de droit, puisque vous avez déjà une carrière assez importante dans le monde de l'athlétisme en Israël. Vous avez été classé, j'ai un peu consulté Google, vous avez été classé en 2018 parmi les 20 Israéliens les meilleurs sportifs dans le 800 mètres. Ça veut dire que vous avez l'habitude des courses on va dire de longue distance et que vous êtes parmi les meilleurs. Donc c'est pas véritablement une surprise, cette médaille, en fait. T'as raison, mais de l'autre manière, ça fait déjà quelques années, avec tout le Milouim, avec ma carrière musicale, que la course n'était pas ma première priorité. Et quand j'étais un sportif athlète, bien sûr, c'était ma première priorité. Alors, je suis content que j'ai toujours le talent dans mes pieds, mais voilà, je finis la course, même avant de savoir que j'étais la 2e place, parce que tu sais, il y en a plusieurs catégories, etc., etc. Alors, je fais un téléphone pour mon coach, Roman. Je lui dis, Roman, c'est le temps de revenir et faire vraiment un peu plus d'entraînement, revenir à moi-même. Ça veut dire après, je sais pas, 400
400 jours de Milouim, tu oublies un peu qui tu es dehors de l'armée, etc. Alors, le sport, pour moi, c'est un moyen de me souvenir. Voilà, alors effectivement, c'est important. D'abord, je voudrais donnez-nous votre meilleur classement en Israël dans une course. Ça a été quoi? Oui, j'étais champion d'Israël dès l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, à 800 mètres, 1500 mètres, même le 10 km à Marathon Jérusalem. Et je n'étais pas le premier là-bas, mais j'avais un résultat de 36 minutes. C'était, je pense, le premier à ma catégorie, cinquième à tout le monde, ou sixième, quelque chose comme ça. Donc on peut vous qualifier véritablement de champion. Vous êtes un des champions d'Israël. Et là, l'idée de concourir dans la délégation des Olim de France, comment ça s'est passé? C'est-à-dire plutôt que, par exemple, dans la délégation israélienne? Comme je dis, je suis pas un athlète pour le moment là, et comme Kiki Kandel me demandait si je veux être dans ce projet-là, et que de le projet français, il y en a que chaque athlète reçoit un nom d'un soldat qui a tombé pendant la guerre pour courir ou je sais pas. Et faire son acte du sport à son nom. Alors, je savais que c'est là que je veux être. Je pense que la Maccabia devait être l'année dernière déjà. C'est ça. Et voilà, et Iran, et je sais pas quoi, tout a gâché le plan. Alors, après un an, j'avais l'honneur de courir le nom de Nathaniel Young. Toute la course que j'ai fait avec son drapeau sur mon dos. Vous le connaissiez, Nathaniel? Avant, je le connaissais pas, mais j'avais parlé avec ses parents, bien sûr, avant la course. Et ils sont même venus pour me voir courir. C'était un des choses qui m'a donné le plus la motivation de vraiment donner tout ce que je peux donner à cette course-là. Et apparemment, on a gagné la deuxième place. Et c'était pas que moi. Il y avait aussi Hervé qui avait gagné la médaille d'or à son âge. Et je pense... il y a eu beaucoup de médailles, oui. Voilà, il y avait cette course-là. Alors tout ça, ça nous amène aussi, avant de parler de votre carrière musicale, à vos Milouim, vous en parliez. On peut dire dans quelle unité vous servez ou pas? Oui, je suis l'unité des 12 de Van. On fait Milouim ensemble, tout le groupe. À Khativa Khamesh Khameshcha de 551. Et vous avez fait plus de 400 jours de Milouim depuis le début de la guerre? Ouais, ça fait... Je pense que c'est aujourd'hui le premier dimanche que je suis pas dans Milouim depuis 3 mois. Alors, je suis très content d'être ici avec vous. C'est pour ça que aussi c'est sorti pour cette petite course-là avant l'interview, pour commencer la journée comme il faut. Alors ça, c'est excellent. Donc ça prouve que vous avez pas seulement les pieds qui courent bien, mais vous avez bien la tête sur les épaules aussi. Alors, je voudrais qu'on mentionne cette carrière, votre carrière musicale. Lorsque j'ai dit à table Shabbat que j'allais interviewer Noam Tsurieli, les enfants m'ont dit « Waouh, Noam Tsurieli, c'est super !» C'est un chanteur très connu en Israël. Alors racontez-nous un peu votre carrière. Comment vous avez percé dans le monde de la musique israélienne? Grâce à ma mère et mon père, toute ma vie, c'était autour de le piano pour moi. Et je joue depuis l'âge de 7 ans. C'était le classique, après le jazz. Et après que je finis l'armée, je savais que mon chemin, c'est faire du bon à ce monde-là avec la musique. Je sortis ma première chanson était vers 2021. Avec la Corona et tout, et depuis ce moment-là, chaque quelques mois, encore une nouvelle chanson avec les meilleurs compositeurs d'Israël. Et 2 mois avant la guerre, août 2023, mon début d'album a été sorti. J'ai réussi à faire de grands événements à la Tzolel Tzeuba à Jérusalem et à Levantine à Tel Aviv, et apparemment la guerre a commencé. Tout a été bien sûr arrêté à le moment. Je rentrais à Gaza. Mais les moments que je suis sorti après 100 jours, mes premiers 100 jours au Milouim, et je continuais bien sûr faire de concerts partout sur Israël, de Elat à les hôtels de Mefounim jusqu'à Kiryat Shmona. Et bien sûr, le concert avec tout mon groupe à le Barbie à Tel Aviv ou Reading ou Beersheva ou Haïfa, et d'autres nouvelles chansons ont été commencées à sortir, et une
ça fait Odium Beaza. Voilà, ça c'est une des chansons connues. C'est une des chansons connues. C'est une des meilleures, mes plus connues chansons, et qui est rentrée à Galgalat, etc., etc. Et après tout, je pense que comme musicien, j'essaye de exprimer qu'est-ce que moi je me sens, et apparemment, comme être un soldat combattant en le même temps, etc. Alors, ceci, il y a encore je sais pas, milliers ou des centaines de milliers de gens qui sentent la même chose. Et Ouais. c'est ça notre rôle comme musicien, de donner des paroles à cette émotion-là que la plupart du temps, tu sais pas comment l'exprimer. Vous avez déjà eu l'occasion de vous produire à l'étranger, en France peut-être? Oui, ça veut dire, si j'ai fait un concert à dehors d'Israël. Oui. Alors oui, ben, apparemment, quand j'étais à Paris avec à la Sokhnout, je pense, il y avait une mishlachat. Délégation. Alors j'étais là-bas à Marseille et à Paris. Même quand j'étais moi seul à Paris, j'ai monté un concert pour la communauté juive, bien sûr. Je viens de rentrer de Budapest avant un mois. Pendant la Milouim, je devais arrêter les Milouim pour quelques jours parce que même avant qu'on a même pensé sur ce CVV-là de Milouim, et avec KKL, on avait un projet. J'étais y allé pour avoir de masterclass et de workshops et bien sûr un concert pour la communauté juive d'Hongrie. Alors oui, ça m'intéresse beaucoup. Pour le moment là, je travaille sur mon deuxième album. Je suis assez excité de vraiment voir ma vie, encore une fois, ici en Israël, pour travailler sur la nouvelle musique que je vais sortir. Et après que l'album va sortir, there's no border. Ça veut dire il n'y a pas de limite où je vais arriver avec la musique. Si ça fait du bon à des gens, alors c'est pour ça que je le fais. Eh bien, Noam, on vous souhaite beaucoup de réussite, que ce second album eh bien, soit une grande réussite en Israël, que votre nom se propage également dans les communautés juives de diaspora et que vous y soyez invité. Merci beaucoup, Noam, pour votre performance dans le cadre des Maccabiades, pour votre service militaire dans le cadre des Milouim dans l'armée israélienne et pour votre carrière, cette belle carrière musicale qui débute et qui est en train de s'imposer avec beaucoup de talent. Merci beaucoup, Noam, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, reposez-vous un peu et continuez à aller de l'avant comme vous le faites. Merci beaucoup à tous vous, Kalita. Je vais vous envoyer l'invitation pour le concert principal quand l'album sera dehors. Merci, Shavua Tov, Bsorot Tovot Lekulam. Et amen, amen. Merci pour m'avoir ici. Merci à vous. À bientôt.